Maître du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fumée sans feu, film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Germaine et Jacques de Crest, avec Denise Jans, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Clémentine Bellu, Robert Marcy, le commissaire Gilles, et, par ordre d'entrée en onde, Jacqueline Rivière, Laurence Weber, Geneviève Morel, Yves Duchâteau, Claude Bertrand, Marguerite Perrin, Gaëtan Jor. Bruitage, Jean Berriac. Prise de son, Francis Granal. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Monsieur le commissaire, s'il te plaît. Chérie? Ça t'ennuierait beaucoup de rester avec moi. Nous sommes au Vésinet, pas au Quai des Orfèvres. Tu as raison, pardonne-moi. Ton soufflet est merveilleux. Encore une veine que tu sois rentré à temps. Qu'est-ce que c'est que ce gros paquet que tu as ramené? Un nounours pour Minouche. Oh. À peu de choses près, il doit être aussi grand qu'elle. Oh, écoute, chérie, tu exagères. C'est presque tous les soirs que tu lui rapportes quelque chose. Bon, ça pousse très vite un petit bout de femme, tu sais. Et le temps des jouets, c'est important pour l'avenir. Mais qu'est-ce que tu as, Gilles? Des ennuis? Non, non. Au contraire, ce serait plutôt calme en ce moment. Mais je suis intrigué par une lettre assez bizarre que j'ai reçue ce matin et qui concerne l'affaire Delmar. L'empoisonneuse qui vient d'être condamnée? D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir m'aider un peu. Je ne sais quasiment rien de cette affaire. Et toi, par contre, je suis bien sûr que tu la connais par cœur. Allez donc. On se fiche de moi parce que je m'intéresse à la page des faits divers, mais on est bien content d'avoir un petit rapport par-ci par-là, hein? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment et pourquoi cette femme a tué son mari? Je sais que sa confession a fait couler pas mal d'encre, mais j'ai pas eu le loisir de m'y intéresser en détail. En réalité, il s'est agi bien plus d'un accident que d'un crime. Sans doute pour ça qu'elle n'a été condamnée qu'à 5 ans. D'ailleurs, si elle ne s'était pas dénoncée, personne n'aurait jamais rien su. Commence par le commencement, tu veux. Explique-moi comment on peut mettre accidentellement et pendant plus d'1 an du poison dans le potage de son mari. Et justement, ce n'est devenu un poison qu'à la longue. Ce qu'elle voulait, c'était seulement le rendre malade afin de pouvoir le soigner. Ça doit être ce qu'on appelle un amour dévorant. Après 10 ans de bonheur conjugal, cette femme s'est affolée de voir son mari se détacher d'elle et se remettre à sortir beaucoup. Alors un soir, après avoir essayé vainement de le retenir à la maison, elle eut l'idée saugrenue de verser une sorte de purge dans son potage. Charmant. Oh, il ne fut pas très malade. Mais assez, cependant, pour devoir renoncer à sa sortie. Elle le soigna, le dorlota. Et finalement, ils passèrent au coin du feu une soirée très agréable. Tellement agréable, j'imagine que la dame en prit vite l'habitude. Cela dura plus d'1 an. Et Delmar, qui était loin de se douter d'où venait son mal, devint le plus reconnaissant et le plus casanier des maris. Enfin, quoi, sapristi, il a tout de même bien vu un médecin, non? Non. Il a d'abord mis ça sur le compte de quelques années passées en Afrique. Ensuite, lorsque la maladie empira, ce fut sa femme elle-même qui appela le médecin. Malheureusement, il était trop tard. Bref, Delmar mourut. Le docteur conclut à une cause naturelle et personne ne soupçonna personne. Ce n'est qu'après plusieurs semaines, poussées par leur mort, que la veuve vint se dénoncer. Ceci dit, je serais curieuse de savoir ce qui t'intrigue. S'il y a une affaire qui ne présente aucun mystère, c'est bien celle-là. La première condition d'un mystère, mon chéri, c'est de ne pas crever les yeux. Ah, merci, je n'y aurais pas pensé. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre dont tu me parlais? Envoyée de Saint-Germain par une jeune femme nommée Irène Audrac.
Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Seulement, elle a réussi à m'intriguer, je te l'ai dit. Et, comme il n'y a pas très loin du Vésinet à Saint-Germain, ce sera l'occasion d'une petite promenade pour dimanche matin. De Saint-Germain au Vésinet, c'est pas beaucoup plus long. Pourquoi est-ce toi qui dois te déranger? Parce qu'Irène Audраc est paralysée, mon chéri. Ah. Elle vit dans un fauteuil et ne sort pas de chez elle. Excuse-moi. Mais qu'a-t-elle à voir avec l'affaire Delmar? C'est précisément pour le savoir que j'ai décidé d'aller là-bas. Mais enfin, pour que tu sacrifies un dimanche matin, elle a bien dû t'écrire quelque chose de précis. Oui et non. Elle prétend seulement qu'avant et pendant le drame, un être maléfique vivait auprès du ménage Delmar. Asseyez-vous, monsieur le commissaire, je vous en prie. Et maintenant que vous êtes devant moi, je suis un peu honteuse de ma lettre. Je me demande si je ne suis pas la victime de mon esprit trop romanesque. Les gens qui font du roman n'en ont pas souvent conscience, chère madame. Merci. Mais la vie dans un fauteuil à roulettes encourage beaucoup l'imagination, vous savez. Il y a longtemps que... Bientôt 5 ans. Mais je dois vous dire que cette paralysie a transformé avantageusement ma vie. J'ai perdu ma frivolité et gagné d'apprécier le silence, l'amour de mon mari. Je suis une femme très heureuse, monsieur le commissaire. Si vous désirez fumer, ne vous gênez pas pour moi. Je ne fume pas moi-même, mais j'aime assez l'odeur du tabac. Merci. Je suis passablement surprise que vous ayez répondu à mon invitation, monsieur le commissaire. Vous ne devez pas croire volontiers aux êtres maléfiques. Non, c'est vrai. Derrière les histoires de sorcières ou de mauvais œil, on finit toujours par découvrir des actions et des mobiles bien solides. Des actions, peut-être. Mais en ce qui concerne Clémentine Bellu, je suis presque certaine qu'il n'existe aucun mobile. Clémentine Bellu. Oui, la femme de ménage du couple Delmar. Une domestique comme on n'en voit plus guère, une véritable perle. Ah, oui, je vois. Si je ne m'abuse, lors du procès, on a écrit que sa déposition avait valu à sa maîtresse quelques années de prison en moins. Je pense que ceux qui apportent le malheur sont souvent tenus d'en paraître affligés. Et lorsque le mal est irréparable, on peut bien se permettre de le déplorer tout haut. Diable! Si je vous comprends bien, mademoiselle Bellu serait donc douée d'une intelligence machiavélique. C'est une paysanne qui n'a reçu aucune éducation. Son intelligence est instinctive. Elle n'a pas la moindre ambition et son seul souci semble être de bien servir les autres. Non, sans exagérer, elle fournit le travail de 3 personnes. Jusque-là, rien de très maléfique. Elle ferait même très bien mon affaire. Et lorsque Clémentine se charge de la marche d'une maison, elle en devient en quelque sorte le maître invisible. Le malheur, c'est que je la crois dotée d'un goût pervers et qui la pousse à détruire le bonheur des autres. Gratuitement? Oui. Et même certainement sans plaisir. Durant près d'1 an qu'elle a été à mon service, je n'ai jamais vu dans ses yeux l'ombre d'une satisfaction. Admettons que le personnage soit étrange, mais l'empoisonnement de M. Delmar par sa femme ne fait aucun doute. Je vous avoue être également très sceptique concernant les histoires d'envoûtement. Moi aussi, monsieur le commissaire. Et c'est pourquoi j'ai hésité longuement avant de vous écrire. Ma conviction d'ailleurs n'est pas très ancienne, il a fallu l'affaire Delmar pour que je repense à tout cela. Mais tout ce que je viens de vous dire de l'influence néfaste de Clémentine, une autre femme s'en était aperçue avant moi. Isabelle de Tassin, ma meilleure amie. Elle s'est suicidée il y a 3 ans, durant le temps que Clémentine était à son service. Et ce suicide vous a paru louche? Non. Non, Isabelle était obsédée par l'idée du suicide. Elle en parlait toujours et bien avant de connaître Clémentine. Alors? Oui. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que j'aperçois des fumées et que je suis incapable de découvrir le feu qui les provoque. S'il y en a un, cela serait mieux de votre ressort. Et peut-être vaut-il la peine que vous m'écoutiez
Car enfin, et si par extraordinaire j'avais raison, il y aurait sans doute d'autres malheurs à éviter. Évidemment. Dites-moi d'abord comment vous avez connu Clémentine Bellu. Oh, les raisons d'entrer en contact avec elle ne sont pas nombreuses. Mon mari et moi cherchions quelqu'un pour nous aider à installer, puis à tenir cette maison. Nous avons mis une annonce dans le journal et Clémentine, qui habite également Saint-Germain, s'est présentée la première. Vous l'avez engagée tout de suite? À l'essai, oui, et sans grande conviction. Bien qu'apparemment très propre et d'un maintien sévère qui lui conférait même une certaine distinction, quelque chose en elle me déplaisait. Quel âge a-t-elle? À l'époque, elle devait approcher de la quarantaine. Et votre impression défavorable s'est effacée? C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine à peine, j'en étais à me demander comment j'aurais pu vivre sans elle. Je ne voudrais pas vous accabler de détails domestiques, mais l'activité de cette femme est quelque chose d'absolument prodigieux. Je vous ai dit que nous venions de nous installer ici, et à part 2 pièces, la maison était un véritable débarras. Eh bien, en quelques semaines, Clémentine en a fait un petit paradis. De la cave au grenier, repeignant les murs et raclant les parquets, elle a tout remis en état. Et lorsque je parlais de faire venir quelqu'un pour les plus gros travaux, elle menaçait de s'en aller. Après la maison, ce fut le jardin. Et je vous jure que le jardinier professionnel que j'emploie aujourd'hui est loin d'obtenir ces résultats. Je vois, mais où est le diable dans tout ceci? Déchargée de tout souci et mon mari voyageant beaucoup, je m'ennuyais un peu. J'étais jeune, pas encore malade. Je me mis à voir des amis et à sortir pas mal. Philippe de Tassin, le mari de mon ami, me faisait gentiment la cour. Au début, je m'en amusais, mais voyant que cela prenait des allures de sérieux, je le priais de cesser. Devant son refus, je décidai de l'éviter, mais je ne pus y parvenir. J'avais beau ne rien dire de mes projets, agir à l'improviste, Philippe de Tassin savait toujours où me retrouver. Clémentine. Maintenant, j'en suis persuadée. À l'époque, je me contentais de fuir. Sachant que Philippe ne pourrait pas quitter Paris, je partis en Suisse pour un séjour de 2 mois. Ce qui faillit briser mon ménage. Car tous les jours, durant 2 mois, et alors que mon mari était rentré à l'improviste, un bouquet de roses rouges arriva ici à mon adresse. Mais mon mari, qui me pardonnerait plus facilement une faiblesse qu'un mensonge, n'a jamais voulu croire que j'ignorais l'origine de ces fleurs. Naturellement, vous avez interrogé Philippe de Tassin. Il n'a jamais voulu me répondre. Et maintenant, je crois comprendre pourquoi. N'étant pas l'expéditeur, il a dû imaginer un rival, et il s'est plu à me laisser dans l'incertitude. Et Clémentine, vous l'avez questionnée aussi, j'imagine. Tout ce que je peux dire à madame, m'a-t-elle répondu, c'est que le fleuriste a des ordres et qu'il ne dira rien. Là-dessus, un beau matin, elle m'annonce que décidément il n'y a plus assez de travail chez moi et qu'elle va se chercher une autre place. Bien entendu, j'essaie de la retenir, mais voyant que c'est inutile, je la recommande au Tassin. Donc, à ce moment-là, vous n'aviez encore ni soupçon, ni grief. Vous pensez bien que dans ce cas, je ne l'aurais pas envoyée chez nos amis. Non seulement je n'avais pas le moindre doute, mais je me moquais même franchement d'Isabelle le jour où elle vint me dire que Clémentine lui faisait peur. Peur? Enfin, le mot est peut-être un peu fort. Il s'agissait plutôt d'une sorte de malaise, et qui ne s'appuyait sur rien de précis. Mon amie était hypersensible et très nerveuse. Pourquoi s'est-elle suicidée? Le savez-vous? Non. Elle avait souvent dit qu'elle finirait par là, mais elle n'a laissé aucun mot d'explication. Je sais seulement que quelques mois auparavant, Philippe avait failli divorcer et lui prendre les enfants. Car ce monsieur très coureur, et qui délaissait sa femme depuis toujours, ne supportait pas la réciprocité. Elle le trompait? Non. Non, je crois simplement qu'un homme était amoureux d'elle et qu'il y avait eu échange de correspondance. Et c'est ici que nous retrouvons Clémentine. Un jour, Philippe de Tassin trouve parmi son courrier une lettre destinée à sa femme. Sans se poser de questions, il la donne tout simplement à Clémentine en lui demandant de la remettre à Isabelle. Et c'est alors que Clémentine,
Cette femme de glace et qui ne se trouble jamais se met à bafouiller et montre soudain un affolement incompréhensible. Et tellement incompréhensible d'ailleurs que Philippe reprend la lettre, la décachette froidement et découvre un amoureux à sa femme. Mais comment Clémentine aurait-elle pu deviner que cette lettre était compromettante? Elle avait dû remarquer qu'Isabelle guettait souvent le facteur. Elle aura flairé quelque chose. D'ailleurs, Philippe a eu le même réflexe que vous et lui a posé la question. « Je ne sais pas, monsieur, lui a-t-elle répondu, j'ai eu l'impression d'avoir commis une bévue. » Est-ce tout? Oh non. À 3 mois de là, les Tassins donnèrent une soirée chez eux. Et c'est en rentrant de cette soirée que Jacqueline Hoff, la veuve du banquier, se suicidait en avalant un poison. Or Jacqueline Hoff était une femme qui adorait la vie et qui n'avait aucun souci. 1 heure à peine avant sa mort, elle plaisantait et prenait rendez-vous avec une amie. Personne n'a rien compris à ce suicide. Et maintenant, vous avez une idée? Clémentine ne connaissait pas Madame Hoff. Elle a dû l'apercevoir pour la première fois ce soir-là. Mais si l'on admet qu'un être puisse tuer gratuitement, et pour le seul plaisir de faire le mal, alors je jurerais que Clémentine a empoisonné Madame Hoff. Voilà, une seconde. Monsieur? Pardonnez-moi de vous déranger, mais il n'y a pas de concierge dans la maison d'à côté. Qui cherchez-vous? Madame Bella, je sais plus très bien, on m'a dit qu'elle faisait des ménages. Ah, vous voulez parler de Mademoiselle Bellu? Elle a toujours son petit appartement, mais on la voit plus guère. Elle vient juste de temps à autre, histoire d'enlever la poussière. Mais elle fait toujours des ménages. Oh bah ça je pourrais pas vous dire. Ça fait bien 5 ou 6 ans qu'elle a quitté sa dernière place ici à Saint-Germain. Même qu'à l'époque, les mauvaises langues disaient qu'elle avait dû trouver un endroit plus discret pour vivre avec son neveu. Elle avait un neveu. Ouais, enfin c'est comme ça qu'elle l'appelait. Paraît qu'il était poète. Mais j'ai dans l'idée qu'il devait boire beaucoup plus de vers qu'il en écrivait. Jeune? Il y a trop pour elle. De là l'histoire du neveu, probablement. Il est grand votre ménage? Pardon? Ah bah, je croyais que vous cherchiez. Ah, oui. Enfin, pour tout dire, il faudrait plutôt quelqu'un à demeure. Ah non, alors là, je peux pas vous proposer mes services, c'est que j'ai un mari, moi, monsieur. Oui. Eh bien, tant pis, j'en suis désolé. Enfin, je veux dire, pour le ménage. Bonjour, madame. Monsieur. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, mon vieux, dites-moi, est-ce que l'inspecteur Merlin est arrivé? Oui, il est dans son bureau. Vous voulez... Non, pas la peine, merci. Entrez. Tiens, alors revenons. Je commençais à me demander si tu faisais toujours partie de la maison. Qu'est-ce qui t'amène? Un petit service à te demander. Comme si tu venais jamais pour autre chose. Des ennuis? Non, simple curiosité. Je voudrais faire un petit tour en prison pour bavarder un peu avec Claire Delmar. L'empoisonné? C'est bien toi qui as mené l'enquête, non? Oui. Enfin, si on peut dire. Je n'ai guère eu autre chose à faire que de recueillir sa déposition. Et qu'est-ce qui peut bien t'intéresser dans cette histoire? Sa domestique, Clémentine Bellu, tu connais? Je l'ai vue au procès comme témoin des charges. Tu as quelque chose contre elle? Rien de précis, non. Claire Delmar, elle est ta freine. Oui. Quand veux-tu la voir? Je sais pas, cet après-midi. Bon, je vais t'arranger ça et annoncer ta visite. C'est tout ce que je peux faire pour toi? Oui, à moins que tu ne saches également ce qu'est devenu Clémentine Bellu. Je crois que la veuve Delmar lui a confié la garde de son appartement. En attendant de trouver une nouvelle place, elle y habite peut-être encore. Tu connais l'adresse? Non, mais je la trouverai dans le dossier, j'ai demandé qu'on me le communique. Pour une simple curiosité, ça fait pas mal de déplacements, dis donc. Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Je vous en prie, Madame Delmar, essayez de vous rappeler. Je suis désolé de vous faire revivre ces instants pénibles, mais
Ça peut être très important. Je voudrais savoir très exactement comment, la première fois, vous avez administré le poison à votre mari. Mais je l'ai dit et redit à l'instruction et au procès. J'avais un désir maladif, enfantin, que mon mari ne sorte pas ce soir-là. Ce médicament n'était pas dangereux. Et bien entendu, mon intention n'était pas alors d'en user systématiquement. Ce n'est que par la suite, lorsque je... Oui, je sais. Mais restons à ce premier jour. Quand votre mari vous a-t-il annoncé qu'il comptait sortir ce soir-là? Après le déjeuner. Je lui ai demandé de renoncer à cette sortie, mais ce fut inutile. Qu'avez-vous fait alors? Je me suis mise à pleurer. Tout cela doit vous paraître bien banal, et même stupide. Mais j'aimais mon mari, monsieur le commissaire. Vous dites après le déjeuner, donc Clémentine a dû venir desservir et vous voir pleurer. Oui. D'ailleurs, au cours du repas, elle avait dû entendre une partie de notre discussion. Nous ne nous gênions pas pour parler devant elle. Vous a-t-elle fait une remarque? Non, je ne crois pas. Oh, plutôt si, attendez. Elle m'a dit qu'il faisait très beau et qu'une promenade me ferait du bien. Vous l'avez écoutée? Pas tout de suite, non. Clémentine était souffrante et je l'ai aidée à arranger un peu. Qu'avait-elle? Oh, elle disait que ce n'était rien. Elle a pris un médicament et... Oui? Oh, je pense soudain à un détail que j'avais oublié. C'est ce même médicament dont je me suis servi par la suite. Et après en avoir usé, Clémentine a fait une sorte de plaisanterie. Si monsieur devait prendre de ces pilules, m'a-t-elle dit, il n'aurait sûrement pas envie de sortir ce soir. Donc c'est de là que vous est venue l'idée? Oui. Oui, peut-être. Je n'y avais jamais pensé. Pourtant, si j'en crois votre déposition, c'est l'après-midi même que vous êtes allé acheter ce médicament. Oui. Ce ne pouvait donc être que la conséquence de la remarque de Clémentine. Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas rapporté? Je vous l'ai dit, j'avais oublié. On ne m'avait jamais interrogé aussi en détail. Ah, on a peut-être eu tort, justement. Mais enfin, pourquoi? Quelle importance tout cela peut-il avoir? Même si l'idée m'était venue indirectement de Clémentine, je n'en suis pas moins seule responsable de la suite. Vous n'allez pas imaginer une complicité quelconque, j'espère. J'ai tué mon mari, mais ce fut un accident. D'ailleurs, s'il s'agissait du crime sordide que vous imaginez peut-être, pourquoi me serais-je dénoncée? Non, je n'imagine rien de semblable, croyez-moi. Pour tout vous dire, même ma curiosité concerne essentiellement le comportement de Clémentine Bellu. Je ne comprends pas. Eh bien, peut-être ne s'agit-il que d'une série de coïncidences, mais là où passe Clémentine Bellu, le malheur semble s'acharner étrangement. Oh, ça, monsieur le commissaire, si nous n'étions pas dans une prison et si je ne connaissais votre réputation, je croirais à une plaisanterie. Oui, je sais. Vous connaissez Clémentine? Pas encore. Eh bien, je suis d'avis que vous devriez commencer par là. Votre enquête serait vite terminée. Monsieur? Mademoiselle Clémentine Bellu? Oui. Commissaire Gilles, police judiciaire. Je désirerais m'entretenir quelques instants avec vous. À quel sujet, monsieur? Madame Delmar. J'écoute, monsieur. Si cela ne vous ennuie pas, je préférerais entrer. Vous avez une carte de la police? Voici, mademoiselle. Très bien. Entrez. Merci.
Si vous voulez vous asseoir. Merci. J'imagine, mademoiselle, que ma visite doit vous surprendre quelque peu. Pourquoi, monsieur? Vous ne m'avez encore rien dit? C'est vrai. Eh bien, sachez tout d'abord que l'avocat de madame Delmar essaie d'obtenir une révision du procès. Est-ce que cela est possible? Oui, à condition qu'il y ait un fait nouveau. Y en a-t-il un? Je ne suis pas encore autorisé à vous le dire, mademoiselle. En fait, son avocat pense que madame Delmar n'a peut-être pas agi complètement seule. Certes, sa culpabilité est indéniable, mais il ne semble pas exclu que la responsabilité puisse en être partagée. À part sa sœur, madame Delmar voyait très peu de monde. Pourtant, nous avons la preuve que l'idée de provoquer des indispositions chez son mari lui a été, comment dirais-je, suggérée. Hein? Vous ne voyez personne qui... Non. Ce médicament, qui n'était pas un poison, mais qui a fini par en devenir un, vous est-il arrivé de l'employer? Certainement, monsieur. C'est un produit assez répandu. Oui, bien sûr. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle place, j'imagine. C'est exact, monsieur. Vous avez vu un bureau de placement? Non. Je me suis toujours placé moi-même, et par relation. Et en attendant, vous habitez ici? Madame Delmar m'a permis de conserver ma chambre, oui. De toute façon, je continuerai d'entretenir l'appartement. Cependant, je crois savoir que vous êtes domicilié à Saint-Germain. J'ai un petit 2 pièces avec mes affaires personnelles. Vous avez de la famille? Non. Mon père et ma mère sont morts depuis longtemps. Je n'ai personne. Pas même un neveu? Pourquoi un neveu? Je sais pas, une idée comme ça. J'ai toujours été seule au monde, monsieur. Oui. Et toujours en place chez les autres. Oui. Il m'est revenu que vous étiez une domestique exemplaire, comme on en trouve plus que rarement. Cependant, monsieur? Il semble que partout où vous allez, le drame survient un jour ou l'autre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Il y a 6 ans environ, vous étiez en place chez monsieur et madame Audrac. Madame Audrac était enchantée de vos services, et elle a été désolée de vous voir partir. Au fait, savez-vous qu'elle est aujourd'hui paralysée? Je l'ai entendu dire, monsieur. Madame Audrac avait trop de tension. Et durant que j'étais à son service, elle avait déjà eu une congestion cérébrale. Chez une femme de 30 ans, c'est un phénomène assez surprenant. Les médecins disaient que ça pouvait être héréditaire. Mais l'hémiplégie de madame Audrac était évidemment un cas extrême. Vous en parlez bien savamment, dites-moi. Quand on veut bien servir les gens, monsieur, on ne peut se limiter aux casseroles et à la poussière. J'ai suivi quelques cours d'infirmière. Décidément, mademoiselle Bellion ne m'avait pas menti. Vous êtes d'une rare conscience professionnelle. J'ai jamais aimé ce qu'on appelle les loisirs. Le travail bien fait n'en laisse guère. Et vous êtes heureuse? Je suis en bonne santé. J'ai pas de besoin. Dois-je vous dire le montant de mes économies, monsieur le commissaire? Non, je pense pas que ça soit nécessaire. Vous me trouvez très indiscret, n'est-ce pas? Je suppose que c'est votre métier. J'avoue que je ne comprends pas très bien la raison de toutes ces questions. Je parlais de certains drames qui semblent survenir en même temps que vous. Or, après que vous ayez quitté madame Audrac, déjà touchée par une première crise, vous... Pardonnez-moi, monsieur, mais lorsque je suis parti, madame Audrac était rétablie. Je ne l'ai pas revue depuis. Et pourquoi vous défendez-vous? Il ne vous attaque pas? J'avais cru. Excusez-moi. Dans ce cas, mettons que je n'ai rien dit. Donc, de chez les Audrac, vous passez chez monsieur et madame de Tassin. Là encore, votre service est impeccable, mais
Et bien qu'elle le reconnaisse, la maîtresse de maison apprécie peu votre présence. C'est exact, monsieur. Madame de Tassin me détestait. Pourquoi? Le savez-vous? Je n'ai jamais attiré la sympathie de personne. Généralement, à cause de mon travail, les gens que je sers finissent par s'habituer à moi. Mais Madame de Tassin est toujours restée sur son impression première. Vous dites qu'elle vous détestait. Mais vous? Oh, moi, monsieur, les gens m'indiffèrent. Tous? Oui. Bref, vous étiez chez les Tassins depuis 6 mois lorsque un premier drame survient. Vos maîtres donnent une soirée à laquelle assiste Madame Jacqueline Hoff, et à la stupéfaction générale, cette dame se suicide en rentrant chez elle. Je suppose que vous ne m'attaquez toujours pas. Non, simple constatation. Ça ne fait rien. Permettez-moi tout de même de vous dire que j'ai vu Madame Hoff ce soir-là pour la première fois, et que je ne lui ai adressé la parole que pour la saluer. Et je le savais, mademoiselle. Ah bien. Là où je suis plus ignorant, par contre, c'est sur un incident qui a sérieusement troublé le ménage de vos maîtres par la suite. Je veux parler de votre affolement devant une certaine lettre destinée à Madame de Tassin, affolement qui a déterminé son mari à ouvrir la lettre. Vous souvenez-vous de cela? Très bien, monsieur. J'avais plus ou moins deviné que cette lettre devait être compromettante, et je me suis effrayé de l'avoir entre les mains de monsieur. C'est drôle, mademoiselle Bellu. Je ne vous imagine pas du tout en train de vous effrayer pour si peu. Sans compter que ça s'accorde assez mal avec votre prétendue indifférence. Qu'est-ce que ça pouvait bien vous faire qu'un mari découvre une correspondance secrète? Rien, vous avez raison. Je devais être un peu nerveuse, simplement. Puis-je poser une question, monsieur? Je vous en prie. Quel rapport tout cela peut-il avoir avec Madame Delmar? Aucun, peut-être. Si ce n'est votre présence. 1 an après le suicide incompréhensible de Madame Hoff, Madame de Tassin se tue à son tour. Pourquoi souriez-vous? Pardonnez-moi, monsieur, mais vous me faites penser à mes camarades de classe. Dans mon petit village, certains disaient déjà que j'avais le mauvais œil. Comment l'expliquez-vous? Oh, quand on n'aime pas quelqu'un et qu'on n'a rien à lui reprocher, il faut bien trouver quelque chose. Mais pourquoi ne vous aimait-on pas? Je ne sais pas. Peut-être simplement parce que j'étais la fille d'un ivrogne et d'une sourde muette. Vous aviez bien quelques amis, tout de même. Non. Qu'avez-vous pensé après le suicide de Madame de Tassin? Que j'allais devoir me trouver une nouvelle place. Ça vous amuse d'être cynique? Non. Qu'avez-vous pensé de ce suicide? Vous allez encore me dire que je suis cynique, mais c'est une fin assez fréquente chez les neurasthéniques. Oui, je sais, Madame de Tassin était obsédée par l'idée de la mort. Mais Madame Hoff ne l'était pas le moins du monde, que je sache. Je l'ignore. La seule fois où je l'ai vue, en tout cas, elle riait beaucoup. Et quelques heures après, elle était morte. Oui. Vous ne trouvez pas cela étrange? Bien des choses sont étranges dans la vie, monsieur. Bon, laissons cela. Après la mort de Madame de Tassin, son mari a décidé de voyager. Il a donc mis ses enfants en pension et vous a donné congé. Que vous est-il advenu alors? Après avoir reçu mon congé, je suis allé trouver la sœur de Madame Delmar, chez qui j'avais servi il y a une dizaine d'années. Elle ne pouvait pas m'employer, mais elle a eu la gentillesse de me recommander à sa sœur. C'est ainsi que je suis entré dans sa maison. Comment marchait le ménage à ce moment-là? Assez bien. Sauf que Madame Delmar se torturait à imaginer que son mari se détachait d'elle. En réalité, je pense qu'il était comme beaucoup d'autres, un peu fatigué par la monotonie de sa vie conjugale. J'ai longuement parlé de tout ça au procès. Oui, je sais, j'ai lu les comptes rendus. Mais vous avez omis de signaler que c'est vous-même qui aviez attiré l'attention de votre patronne sur ce fameux médicament. Si M. Delmar en prenait, disiez-vous, il n'aurait plus envie de sortir le soir. C'est Madame Delmar qui vous a dit ça? Oui. Mais tout à fait incidemment.
Lorsque j'ai paru y voir une suggestion de votre part, elle a vivement protesté. Si j'ai fait une telle remarque, et je dois l'avoir faite puisque madame le dit, ça ne pouvait être qu'une boutade. Évidemment. Mais vous n'êtes pas responsable des suites fâcheuses que peut avoir une simple plaisanterie. Eh bien, il ne me reste plus qu'à m'excuser, mademoiselle Bellu. Ah, j'y pense. Encore une question assez indiscrète, mais sans arrière-pensée. Vous êtes ici comme chez vous, et vous ne paraissez pas prête à sortir. Pourquoi? S'il vous plaît, portez-vous des gants. Voyez vous-même, monsieur. Oh. C'est pas très beau à voir, n'est-ce pas? Un accident? J'avais 6 ans, oui. Je me suis complètement fendu le pouce en jouant avec une hache. À l'école, déjà, devant les grimaces et les colibés, j'ai pris l'habitude de porter des gants. Il m'appelait la sorcière aux doigts fourchus. Mais je n'y comprends rien, moi, ta Clémentine. Est-ce une affreuse bonne femme ou une pauvre diablesse? Je ne sais pas, mon chéri, peut-être les deux. Cette femme est un bloc de marbre. Et ses affaires bien trop anciennes, trop vagues. Seulement, l'idée de ne pas savoir m'était intolérable. J'ai fini par faire une chose que je n'avais encore jamais faite. Je me suis muni d'un trousseau de passe-partout et je suis allé visiter son appartement de Saint-Germain. Et alors, tu as trouvé quelque chose? Oui. Un poème. Un poème? Qui prouve que Clémentine m'a menti sur un point au moins. Quelqu'un a eu raison de sa carapace d'indifférence. Quelqu'un a compté pour elle. Un jour, certainement. Ah, l'auteur? Oui. Et qu'est-ce qu'il disait, ce poème? Attends, je l'ai emporté. Il y a une signature illisible, que je voudrais d'ailleurs bien essayer de faire déchiffrer. Fais voir. Une seconde. Tiens, tu verras, c'est bizarre. On pense un peu à Rimbaud. Oui. Tiens, lis-le dans tout haut, je suis curieux d'entendre ce que ça donne. Clémentine, l'abandon sous j'enfonce me tue. Puisque vivre jamais ivre, jamais nu dessert l'enfer, je suis sauf. Ça alors? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Je trouve abandon, c'est assez extraordinaire. Ah oui, oui. Le mélange des syllabes est amusant. Abandon, abondance, abondance. Puisque vivre jamais ivre, jamais nu. Plutôt triste, non? Comme la vie de Clémentine, oui. Mais regarde, l'écriture n'est pas suivie, comme si l'auteur était resté longtemps devant la page blanche, n'ajoutant un mot que de temps en temps. Oui. Et la signature? Oh, ça? V, U, L peut-être, ou B, B. C'est pas facile. T'as une idée? Tu sais pas ce que ça peut être? Une voisine m'a vaguement parlé d'un jeune ivrogne, soi-disant poète. Clémentine l'aurait hébergé quelque temps, le faisant passer pour son neveu. Malheureusement, elle ne doit pas connaître son nom. Tu crois qu'il peut y avoir un rapport entre ce poème et la série de drames? Donc ça paraît peu probable. D'ailleurs, je commence à me demander s'il ne s'agit pas tout bonnement d'une série de coïncidences. Oui, le truc du médicament indiqué à la veuve Delmar, qu'est-ce que tu en fais? Oui, évidemment, seulement Clémentine prétend que c'était une boutade. Et même si elle ment, ça pourra jamais le prouver. L'histoire des roses d'Irène Audrac, celle de la lettre chez les Tassins. Oui, mais de toute façon, ce ne serait que des actions malveillantes. Ça ne prouve pas qu'elle soit pour quelque chose dans la paralysie d'Irène Audrac, ni qu'elle ait pu pousser Isabelle de Tassin au suicide. Oui. D'ailleurs, pour cette dernière, les témoignages sont formels. Elle était neurasthénique au dernier degré. Et Madame Off? Ah bah là, c'est tout le contraire. Personne n'y a rien compris. Seulement, je ne vois pas quel pourrait être le lien avec Clémentine. Je vais tout de même jeter un coup d'œil sur le dossier demain matin. Ah ça, mais dis-moi, c'est une blague? Qu'est-ce que c'est que ces vieilles affaires à moi que tu es en train de déterrer? Pas le temps de t'expliquer maintenant. Tu as revu le dossier, oui ou non? Le voilà. Seulement, il est encore plus mince que celui de l'affaire Delmar. Tu l'emportes?
Oui, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses personnellement. Qu'est-ce qu'il y avait au fond de cette histoire? Oh, rien. Comment rien? Suicide banal, pour ainsi dire indiscutable. Jacqueline Hoff n'avait laissé aucun message, mais ça ne prouve rien. L'hypothèse du crime était encore plus invraisemblable. Ou alors c'était un crime parfait. Ça existe? Écoute. Jacqueline Hoff était veuve. Elle vivait seule et sans domestique à demeure. Le soir de sa mort, elle avait dîné chez les Tassins qui la recevaient pour la première fois. Son chauffeur l'a reconduite directement à sa porte et le concierge l'a vue monter seule. Or, le poison qu'elle a avalé était trop rapide pour qu'elle ait pu l'ingérer au cours du dîner. Et d'ailleurs, nous avons retrouvé le flacon dans son sac. Bizarre. Quoi donc? La femme qui avale un poison et qui remet soigneusement le flacon dans son sac. On a déjà vu mieux, non? Qu'est-ce qu'elle faisait de sa vie et de son argent, Madame Hoff? Bon, depuis son veuvage, elle s'était piquée de mécénat. Elle fréquentait beaucoup le monde des lettres et des arts. Et il y avait toujours quelques parasites qui vivaient à ses crochets. En tout bien tout honneur, remarque. Mais, dis-moi, tu as dû aller chez les Tassins, non? Et alors? Alors, tu as dû y rencontrer un témoin que tu as retrouvé ensuite dans l'affaire Delmar. Non. Et réfléchis bien. La domestique. Clémentine Bellu. Non. Si. Oui, entrez. Qu'est-ce que c'est? Un pli du labo pour le commissaire Gilles, chef. Donnez-moi, merci. Voilà. Permet? Ouais. Un petit travail que j'avais confié au graphologue maison. Bon Dieu! Et qu'est-ce qui t'arrive? Le lien! Le lien qui me manquait. Et où vas-tu? Chez le patron. Chercher un mandat d'amener. Et ensuite chez mademoiselle Clémentine Bellu. Bonjour Clémentine. Bonjour monsieur. Ma familiarité vous choque, je vois. Il faut me pardonner, ça vient de ce que j'ai beaucoup pensé à vous depuis quelques jours. Puis-je entrer? Merci. Vous devriez vous asseoir aussi, mademoiselle. Notre entretien risque d'être assez long. Voilà, monsieur. Oui, je disais avoir beaucoup pensé à vous, et particulièrement depuis notre entretien d'hier. Nous avons évoqué tant de choses que certains détails m'ont finalement échappé. Ainsi, par exemple, lorsque vous m'avez parlé de la maladie de Madame Audrac, je n'ai pas songé à vous demander quel traitement avait été prescrit. Vous en souvenez-vous? Madame Audrac devait se reposer beaucoup et sur un régime. Il y avait aussi plusieurs séries de piqûres. Est-ce vous qui les faisiez? Je crois me souvenir que vous avez suivi des cours. Le plus souvent, c'était moi, oui. De telle sorte que, s'il vous avait pris fantaisie d'injecter un médicament contraire, ça vous eût été facile. Très facile, monsieur. Mais si je l'avais fait, Madame Audrac n'aurait certainement pas été sur pied lorsque je suis partie. Oui. Évidemment. Autre chose, vous m'avez dit aussi n'avoir aucune famille, pas même un neveu. Pourtant, si j'en crois certains témoignages, un jeune homme a vécu chez vous durant quelque temps. Et vous le faisiez passer pour votre neveu. C'est exact, monsieur. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Je n'imagine rien, mademoiselle. Je voudrais simplement savoir qui était ce jeune homme. Je ne sais pas, monsieur. N'exagérez pas, voulez-vous? Croyez ce que vous voulez, monsieur. C'est la vérité. Comment s'appelait-il? Jacques Durand. Un nom original. N'est-ce pas? C'est celui qu'il m'avait donné. Comment l'avez-vous connu? Dans la rue. Il était ivre. Il n'avait pas d'argent. Il ne savait pas où aller. Je l'ai emmené chez moi. Vous n'êtes pas peureuse? Non.
Et il est resté? Une quinzaine de jours. Il était beau? Je pense que oui. Mais encore une fois... Moi, je sais, je vous crois. Que faisait-il dans la vie? Rien. Il avait eu de l'argent et il n'en avait plus. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le garder après votre premier mouvement d'hospitalité? Je ne sais pas, monsieur. Avec lui, le temps passait. Je me sentais différente. Il était comme personne. Et vous? Qu'étiez-vous pour lui? Oh, rien d'autre qu'un logis, probablement. Comment est-il parti? Il vous a prévenu? Non. Un soir, je suis rentré. Il n'était plus là. Vous n'avez pas cherché à le retrouver? Pourquoi? Puisqu'il avait voulu partir. Il ne vous a pas laissé un mot? Non. Pas même un poème? Pardon? Abandon. Ça, c'est joli, remarquez. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Comment savez-vous? Ça veut dire que je me suis introduit chez vous, mademoiselle. Je vous accorde que ça n'est pas très élégant, et encore moins légal. Mais il le fallait. Bien entendu, j'en accepte la responsabilité. Vous pourrez porter plainte contre moi, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir à répondre de votre crime. Vous ne dites rien. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Monsieur Jacques Durand a une signature assez compliquée. Tellement compliquée même qu'un expert graphologue a cru lire Hubert Hoff. Hubert Hoff, oui. Qu'était-il par rapport à Madame Hoff? Son neveu. Vous l'avez vraiment recueilli dans la rue? Oui. Et auparavant, où vivait-il? Chez sa tante, justement. Racontez. Elle était très riche. Elle s'amusait à jouer les bienfaitrices pour de jeunes artistes. Elle avait toujours une quantité autour d'elle. Et elle en entretenait plusieurs complètement. Parmi lesquels son neveu? Oui. Seulement pour lui, elle le faisait à contre-cœur et uniquement parce que son mari, avant de mourir, le lui avait demandé. Elle n'aimait pas le garçon. Il détestait son esprit indépendant. Un beau jour, elle lui a remis un petit capital, en lui disant qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Et le garçon a dépensé le petit capital. Il était comme un enfant, monsieur, trop faible pour lutter. Alors il buvait, pour oublier qu'il était seul. Et pendant ce temps, cette femme donnait des fêtes et jetait de l'argent par les fenêtres. En somme, vous la détestiez sans la connaître. Je la déteste encore. Pourtant, vous l'avez tuée. Oui. Votre haine est singulièrement tenace. Depuis combien de temps son neveu était-il parti de chez vous à ce moment-là? 2 ans, 2 ans et demi. Mais je l'aurais fait aussi bien 10 ou 15 ans plus tard. Je ne vous conseille pas de répéter ça devant les assises. Elle refusait de croire en lui, sans même lui donner une chance. Moi, j'entends rien à la poésie et pourtant, je sais qu'il avait du talent. Peut-être seulement, s'il fallait empoisonner tous ceux qui méconnaissent les poètes. Comment avez-vous procédé? Le hasard a presque tout fait. En commençant par l'amener dans la maison où je servais. Je ne l'avais même jamais vue. Il a fallu que quelqu'un prononce son nom et que je l'entende parler pour savoir que c'était elle. Qu'avez-vous pensé alors? Rien.
Je suis montée dans ma chambre, j'ai mis dans ma poche la petite fiole de poison que je possédais. Je ne savais pas encore comment je m'y prendrais, mais je savais que je le ferais. Et comment vous y êtes-vous prise? De toute la soirée, je n'ai pas trouvé l'occasion. Mais juste avant son départ, alors que je n'espérais plus, elle s'est trouvée seule dans le vestibule. Je suis allé vers elle, un plateau à la main, et j'ai dit « Votre verre d'eau, madame ». Elle s'est mise à rire, disant qu'elle n'avait rien demandé, mais qu'elle le voulait bien tout de même. Et elle a bu. Et le flacon dans son sac? C'est encore le hasard. Sinon, j'aurais pas pensé. Elle m'a donné son sac à tenir pendant qu'elle ajustait son chapeau. Je l'ai ouvert et j'ai glissé le flacon. Voilà. C'est tout. C'est tout. En ce qui concerne Madame Ouf. Mais ce crime vous rend suspecte pour bien d'autres choses. Vous savez de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Non. Monsieur? Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Chez les Audrac, vous avez failli brouiller le ménage par des envois de fleurs. Chez les Tassins, vous y êtes parvenu en faisant ouvrir une lettre. Et à Madame Delmar, vous avez soufflé le nom du médicament qui devait finalement tuer son mari. Pourquoi? Pourquoi toutes ces intentions malveillantes? Vous ne voulez pas me répondre. Les gens sont sans courage. Ils ont tout, ils ne cessent quand même pas de geindre. Continuez. Je n'ai plus rien à dire, monsieur. Sauf que ce poème que vous m'avez pris, il faut me le rendre. Il est à moi. Et pour vous, ce n'est rien. Je l'ai laissé à mon bureau, mais je vous le rendrai, mademoiselle Bellu. Merci, monsieur. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fumée sans feu, film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Germaine et Jacques de Crest, avec Denise Jans, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Clémentine Bellu, Robert Marcy, le commissaire Gilles, et, par ordre d'entrée en onde, Jacqueline Rivière, Laurence Weber, Geneviève Morel, Yves Duchâteau, Claude Bertrand, Marguerite Perrin, Gaëtan Jor. Bruitage, Jean Berriac. Prise de son, Francis Granal. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.